Bonjour à tous, merci encore de résister à cette chaleur torride. Nous allons maintenant évoquer un thème qui vous touche tous, qui vous a taraudé un jour, qui vous interpellera peut-être à l'avenir. Alors, nous avons maintenant des ministres de l'économie allemands qui parlent français mieux que vous et moi. Eh bien, en allemand, l'égalité, c'est die Gleichheit. Donc, Gleichheit, il y a gleich tout de suite. Force est de constater que l'égalité reste encore un horizon quasiment inaccessible. Alors, c'est ce sujet que nous allons évoquer avec nos invités de grands esprits, parce que vous connaissez cette citation, « Les hommes naissent égaux, mais dès le lendemain, ils ne le sont plus ». C'est sur cette citation de Jules Renard que j'appelle dès maintenant les grands esprits que le MEDEF a bien voulu réunir afin d'approfondir avec nous ce sujet à la fois universel et qui se conjugue également au quotidien, avec notamment la ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud, Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, Frédéric Beigbeder, essayiste et auteur, si vous voulez bien prendre place, Madame la Ministre, et Maître Éric Dupond-Moretti qui nous rejoindra s'il n'est pas trop pris dans les bouchons. Frédéric Beigbeder a-t-il entendu mon appel? Je l'ai vu tout à l'heure. Un essayiste n'est pas de trop. On va s'asseoir. Alors, Madame la ministre, sur ce thème de l'égalité, une obsession française, il semble que ce soit une obsession qui taraude le gouvernement également. Des choses ont été faites depuis l'arrivée et l'élection du président de la République, notamment sur la parité. Si on regarde la composition du gouvernement, tout simplement, eh bien, 16 femmes, 15 hommes, ça fait longtemps qu'on attendait effectivement, il me semble. Moitié homme, moitié femme. Et effectivement, en tout cas, la parité est maintenant rentrée dans les mœurs. Vous-même, vous vous êtes attaqué à l'inégalité entre hommes et femmes en lançant l'index sur l'égalité hommes-femmes en novembre. Alors, est-ce que, venez, Natacha Polony, vous aviez entendu l'appel, mais le chemin était loin. Bienvenue. Alors, que donne la remontée d'informations après ce nouvel index? C'est vrai que voilà, maintenant vous mettez à donner des notes, les entreprises ont des notes, peut-être votre confrère Jean-Michel Blanquel qui donne des notes en juin et a parfois du mal à récupérer les copies. Vous avez récupéré les copies, qu'est-ce que ça donne au niveau des entreprises? Oui, peut-être un mot avant de parler de l'index égalité homme-femme. Je crois que moi je suis très contente d'abord que dans les travaux, dans vos rencontres, ce sujet de l'égalité soit intégré. Pourquoi? Parce que le sujet de l'égalité, c'est un sujet de société, l'équité, l'égalité des chances, mais je crois que c'est un sujet d'entreprise, c'est un sujet économique aussi. Antoine Ribou, avec qui j'ai travaillé, avait coutume de dire une entreprise ne se développe pas dans un désert. Si le territoire est un désert, si on ne trouve pas les ressources, s'il y a trop d'inégalités dans un pays, à la fin, c'est mauvais pour l'économie, c'est mauvais pour le profit, c'est mauvais pour la croissance des entreprises. Et je crois qu'on est en train d'évoluer là-dessus, en train de se dire qu'il n'y a pas d'un côté les entreprises, de l'autre l'intérêt général, mais que notre intérêt commun, c'est quand même de permettre à tous d'avoir un accès, une égalité des chances. Beaucoup des chefs d'entreprise ici, ils n'ont pas forcément fait Bac+12. Et pourtant, ils ont réussi, ils ont repris une entreprise, ils ont créé une entreprise, ils ont développé une entreprise. Et il y a d'autres ressources cachées dans le pays. On a retrouvé Frédéric Beigbeder, désolé de cet intermède. Bienvenue Frédéric. Du coup, j'ai un baisse-bain. Il y a beaucoup de talents cachés. Moi, ça me frappe. Je passe 2 jours par semaine sur le terrain d'entreprises, de salariés, de demandeurs d'emploi. Et je crois que c'est donner à chacun la capacité à montrer ce qu'il peut faire, avoir la chance de se développer, c'est essentiel. Alors, parmi ceux-là, il y a le sujet égalité homme-femme. C'est vrai qu'on est, comme les autres pays, pas très bon. Pas plus, pas moins, mais comme on aime même bien devant. Et puis, encore une fois, si la moitié des talents ne se sentent pas reconnus, c'est forcément, en termes d'attractivité et en termes de développement des entreprises, plutôt un frein. Il y a eu des tas d'études qui montrent d'ailleurs qu'économiquement, les entreprises qui l'ont fait s'en tirent mieux. Et d'ailleurs, celles qui l'ont fait disent on aurait dû le faire avant. Donc c'est un sujet d'égalité,
mais c'est un sujet aussi de compétitivité. Alors c'est pour ça qu'après 4 mois de discussion avec les partenaires sociaux, on a vraiment eu beaucoup de contributions du côté patronal, du côté syndical sur ce sujet. On a sorti... Ah oui, ne tapez pas la ministre, s'il vous plaît. Non, il est en train de m'éviter un insecte. C'est une abeille qui... C'est une abeille, voilà, ça fait le clou. Voilà, et donc, allô docteur Bédé. Et donc, on a dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel créé cette obligation de résultat et cet index qui mesure. Pourquoi cet index? Parce que pour beaucoup d'entreprises, c'est pas qu'elles ne veulent pas, mais comment on prend l'ours, comment on prend le sujet, on ne sait même pas où on en est. Et moi, ça m'a beaucoup frappé quand le 1er mars, les entreprises, la première série, celle de plus de 1000 salariés, ont publié leur index. J'avais ce soir-là, comme très souvent, un dîner avec une vingtaine de chefs d'entreprise. Ils sont tous venus avec leur index. Ils me disaient, mais on découvre la réalité. On ne savait pas qu'on discriminait autant. Moi, je ne connais pas de chef d'entreprise qui se lève le matin en disant, je vais discriminer les femmes. Ça n'existe pas. Par contre, comme c'est plein de micro-décisions de management et de RH, enfin, il y a peut-être un bizarre quelque part, mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais comme il y a plein de micro-décisions, en fait, le plafond de verre existe, le plafond de verre intérieur, parce que les femmes l'anticipent et du coup osent moins postuler, osent moins se battre parce qu'elles pensent que ça n'est pas possible. Donc on cumule les deux plafonds de verre. Et dans les premières mesures de l'index, on l'a vu, puisque maintenant il y a les 1200 plus grandes entreprises ont rempli leur index. Et il y en a quand même une sur 4 où on n'est pas à l'égalité, même non seulement de carrière, mais de salaire à travail à égal. Et il y en a une sur 2 dont le plafond de verre est majeur, puisqu'il y a 0 ou une entreprise dans les 10 plus hautes rémunérations. Donc ça, maintenant qu'on le sait, c'est beaucoup plus facile d'agir. Quand vous avez 5 critères, vous voyez tout de suite où le bas blesse et on peut avancer. Alors, je dis pour toutes les entreprises entre 250 et 1000 salariés, pour vous, c'est le 1er septembre, l'obligation de publier l'index, je vous le dis parce que c'est dans quelques jours. Il y a des simulateurs, ça a été simplifié, les logiciels de paye ont été travaillés pour que ça soit simple à faire, donc c'est pas compliqué à faire. Mais il faut voir aussi cet index, non seulement comme un résultat, c'est une machine à faire des progrès, parce que chaque année, c'est publié, chaque année, on en discute, et ça permet d'aller vite à l'essentiel. Il y a 5 critères, on regarde, on est bon, on n'est pas bon. Ça donne la carte, je dirais, des actions à mener. Donc on a voulu aussi un outil qui est pragmatique, qui est ambitieux, parce que cette inégalité pèse sur les femmes, mais elle pèse sur le marché du travail, elle pèse sur les entreprises, mais en même temps quelque chose de très pragmatique qui permet d'avancer. Donc, effectivement, pour ceux qui ont totalement déconnecté cet été, c'est le 1er septembre pour les sociétés de plus de 250 salariés. Alors, cela signifie peut-être que cet adage ou cette équation depuis 1946, à travail égal, salaire égal, ça paraissait une chimère. Vous dites que vous pouvez la concrétiser, ça paraît facile. Ou bien finalement, c'est pas parce qu'on a l'index, après la transparence, what is next? Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, moi, je crois que c'est possible. À condition de se donner un temps, pas trop long, mais un temps quand même. Je trouve que la loi Copé-Zimmermann sur la participation des femmes au conseil d'administration, c'est un bon exemple. Il y avait plusieurs années, l'objectif clair, mais on y va par étapes. En 5 ans, on a réussi, et l'obligation dans la participation des femmes au conseil d'administration, c'est de 40%. Dans les grandes entreprises, aujourd'hui, c'est de 43%. C'est plus le sujet. Ça y est, on a dépassé le sujet. Moi, mon rêve, c'est qu'on fasse pareil sur les rémunérations. Il y avait une loi depuis 46 ans qui n'était pas respectée. Maintenant, on a un outil, il y a 3 ans, enfin, sauf pour les entreprises, les 15% qui sont en alerte rouge, où là, vraiment, la situation est catastrophique, il faut agir vite. Les autres, elles doivent agir, mais elles ont le temps de progresser, de construire les systèmes qui va permettre permettre tout ce potentiel humain de se développer et aux femmes d'avoir les mêmes carrières et les mêmes salaires. Je crois que ça, on voit les entreprises qui l'ont fait, je pense à Jessina qui en parlait l'autre jour, elles disent que ça a amené, en termes de motivation, d'attractivité dans l'entreprise, un gros plus. Parce que vous savez, vos notes publiques, maintenant, les jeunes, ils regardent, et que ce soit des jeunes femmes ou des jeunes hommes, une entreprise qui est très en retard sur l'égalité homme-femme, ça va être un moins dans l'attractivité. À l'inverse, celles qui ont les meilleures notes, tout de suite, elles en ont fait un outil de marque employeur, ce qui est de bonne guerre. Et je crois que c'est pour ça qu'on peut y arriver en 3 ans en France. Alors, on est parti tout de suite dans le vif du sujet, mais c'est vrai que l'égalité, il y a différentes interprétations. Je me retourne vers une fine lettrée, Natacha Polony. Il faudrait peut-être repartir d'une définition de l'égalité. Est-ce que c'est un pari, un postulat, si ce n'est qu'un principe directeur? S'il n'y a pas d'application concrète, finalement, ça n'a peut-être aucun sens et c'est destiné à rester sur le fronton des mairies, non? Disons que ce qui est très intéressant, c'est déjà le choix du sujet de ce débat.
l'égalité comme passion française. Et c'est vrai que c'est une, j'allais dire, c'est un cliché assez répandu, cette idée que les Français préféreraient l'égalité à la liberté. Et que finalement, cette passion de l'égalité limiterait les capacités d'action, les capacités de responsabilité et d'épanouissement, et tout simplement la compétitivité de la France. Il me semble que ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre une telle question, car je pense que ce n'est pas un hasard si la devise française liberté, égalité, fraternité ne se conçoit que dans ce triptyque. C'est parce qu'il n'y a pas d'égalité sans liberté et il n'y a pas de liberté sans égalité. Et c'est sans doute à partir d'une définition qui articulerait ces deux éléments, liberté et égalité, le tout appuyé sur la fraternité, trop souvent oublié, que l'on peut commencer à débattre de ce sujet-là. Dans la mesure où j'entendais tout à l'heure les discours sur les limitations nécessaires du capitalisme, une forme de régulation, disait Geoffroy Roux de Bézieux. Bien sûr, une régulation. Alors, il expliquait que l'État n'a pas le monopole du bien commun. En effet, il n'en a jamais eu le monopole. En revanche, les citoyens ont le monopole de la définition du bien commun. Ça s'appelle la démocratie. Ensuite, chacun, individu comme entreprise, peuvent participer à ce bien commun. Il a été défini au préalable par des citoyens égaux. Et égaux parce que libre et libre parce qu'égaux. Ce qui signifie que cette égalité doit être pensée à la fois individuellement et collectivement. Et il me semble que ce qui ressort de tous les discours que nous avons entendus jusqu'à présent, c'est que le grand enjeu politique à venir, politique au sens le plus noble de ce terme, c'est-à-dire que cela nous concerne tous, c'est de réussir à articuler l'individuel et le collectif. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de véritable liberté dans une société dans laquelle des individus n'ont pas les moyens nécessaires à l'exercice de cette liberté. Quand Condorcet dit que la puissance publique doit l'instruction au peuple, parce que sans ça, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles, il veut dire par là surtout, et il l'explique, qu'il n'y a pas de démocratie quand des individus dépendent d'autrui pour leur jugement. C'est vrai pour le jugement, c'est vrai aussi pour toute autre sorte de choses. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas, quand vous ne bénéficiez pas des moyens de l'émancipation, vous n'exercez pas votre liberté. Il appartient donc à la puissance publique de rétablir cet équilibre. Tout à l'heure aussi, j'ai entendu parler de cette crise qui a surgi, des gilets jaunes, et enfin de la prise de conscience qu'il y a des problèmes d'inégalité entre les territoires. Pourquoi est-ce un sujet absolument fondamental? Justement parce qu'il appartient à la puissance publique de rétablir l'égalité entre les territoires. Quand vous êtes un citoyen qui vit dans une zone blanche où il n'y a pas, où même le portable ne capte pas, quand vous êtes loin de toute gare parce que peu à peu elles ont fermé, que vous n'avez pas de desserte ferroviaire, que les services publics ont reculé, je ne vois pas bien comment vous pouvez innover, je ne vois pas bien comment vous pouvez exercer votre liberté, votre capacité à construire et à créer. Je pense donc que la puissance publique, c'est son rôle, doit se donner les moyens de rétablir l'égalité. Nous pourrons ensuite entrer dans la complexité, c'est-à-dire égalité des chances, égalité de possibilités. Enfin, on reviendra sur l'éducation. Effectivement, c'est très dense ce que vous dites. Et dans un gouvernement précédent, il y avait d'ailleurs un ministre de l'égalité des territoires, il me semble, et le mot a disparu de l'intitulé des ministres. Mais vous élaboriez sur cette deuxième notion de liberté, également fondamentale. Frédéric Beigbeder, en préparant cette réunion, focalisait, quant à lui, davantage sur le mot fraternité. C'est vrai qu'on ne l'entend guère, ce mot. Il est devenu un petit peu désuet. Mais pour vous, on ne peut comprendre l'égalité qu'en passant, et peut-être l'égalité également, qu'en passant par ce chemin et en évoquant la fraternité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais plus du tout. Mais je suis très, très heureux d'être ici, dans cette réunion d'altercapitalistes. Je propose ce mot désormais pour définir la voie tracée par le jeune président du MEDEF, qui est monté sur scène sur fond de Sex Pistols tout à l'heure. Et je suis assez jaloux
parce que j'espérais que moi aussi, Peut-être j'aurais droit. la sortie Sex Voilà. Pistols, si vous voulez bien aborder un petit peu le sujet, on va voir. Ça sera prouve peut-être bien possible. qu'il y a ici 2 poids et 2 mesures, et qu'il n'y a pas d'égalité, puisque moi, je n'ai pas eu droit aux Sex Pistols. Donc, en tant que communiste, je rappelle que j'ai appelé à voter Robert Hue en 2002, avec un certain succès, 3%. Je suis venu ici avec un camion de la CGT qui est là-bas et qui est en train de manifester devant le polo de Bagatelle. Bien. Non, alors, pour être un peu sérieux, c'est vrai que l'égalité, Robespierre, quand il a écrit la devise de notre République sur une nappe du couvent des Cordeliers, il a mis la liberté en premier. Peut-être qu'à l'époque, c'était l'urgence du moment, mais je pense que je suis personnellement pour qu'on modifie la devise de la République et qu'on la remette dans l'ordre alphabétique, ce qui serait plus logique. Égalité, fraternité, liberté. La fraternité serait au milieu parce qu'elle est la condition de la possibilité de l'existence des deux autres. Et que, donc oui, la fraternité, pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de souffrance, de solitude, d'individualisme, d'égoïsme, et que ce monde-là, moi, en tant que romancier, j'ai essayé un petit peu de le raconter, de le décrire, notamment dans un livre qui parlait beaucoup de l'ancien employeur de Madame le ministre, ou la ministre, qui est Danone. Et c'est vrai que le monde actuel est un monde qui a besoin d'être rééquilibré, d'être humanisé davantage. Et donc cette idée de fraternité, ce n'est pas un hasard si Robespierre l'a écrite dans notre devise. Je pense qu'elle est essentielle. Et je ne sais pas très bien comment la rendre la plus efficace, la plus réelle. Mais en tout cas, les valeurs de notre société elles disparaissent. Elles disparaissent, on le voit tous les jours. Et c'est notamment quand on voit la violence de la pauvreté, de la misère, les fins de mois qui s'additionnent à la fin du monde, parce que ce ne sont pas deux angoisses incompatibles. Je pense qu'elles sont malheureusement, elles s'ajoutent l'une à l'autre, ces deux angoisses. Et donc voilà, bon, moi, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas non plus un économiste, mais il me semble que la priorité du jour, c'est vraiment de rendre plus humaine cette société et donc ce capitalisme. Et j'ai été heureux d'entendre pas mal de choses aujourd'hui, malgré tout. Quand on dit que, disons que l'État n'a plus le monopole du cœur, mais que les chefs d'entreprise doivent avoir une responsabilité, ça c'est très très important. C'est quelque chose, moi, pour lequel je milite depuis longtemps. J'ai dit dans 99 francs notamment que le vrai pouvoir, ce n'était pas celui de la politique, mais que c'était celui de l'économie et aussi le pouvoir des consommateurs. Et pourquoi les entreprises sont obligées de réagir, de recycler, d'être éthiques, d'avoir une morale? Ce n'est pas par beauté du geste, c'est parce que les consommateurs sont de plus en plus informés et qui vont punir les entreprises qui ne se comportent pas de manière responsable. Voilà. Alors vous parliez de Robespierre, ça fait un chemin jusqu'au gouvernement et l'actualité du moment, mais c'est vrai que ces revendications très fortes, la nuit du 4 août, a pu résonner avec ces épisodes des tensions sociales et des samedis des Gilets jaunes. Est-ce que ce n'est pas lié, Madame la Ministre, au fait que quand on lit Théodore Zeldin qui nous dit que l'une des passions françaises, c'est ce rêve d'égalité, et en même temps, la France adore les privilèges, les avantages corporatistes. Donc, quelles que soient les initiatives que vous pouvez prendre, est-ce que vous ne croyez pas que vous aurez toujours à gérer cette dualité ancrée dans la culture française? Je crois que de toute façon, la liberté et l'égalité, à la fois vont ensemble et parfois peuvent être en tension. Et je suis complètement d'accord pour le dire que notre plus gros défi aujourd'hui est peut-être la fraternité. Moi, on a, il y a quelques mois, lancé la demande du président de la République, après qu'il ait réuni les 100 plus grandes entreprises, des rencontres, ça s'appelle les entreprises s'engagent au niveau de chaque département. Alors, il y a des gens du MEDEF, la CPME, il y a de l'UDP, il y a des gens qui sont dans aucune organisation patronale. On a commencé à créer ça, il y a déjà 7000 entreprises en quelques mois.
Et je peux dire, le nombre d'entreprises qui s'engagent, alors qui, sur les réfugiés, l'autre jour j'étais à Plougastel, il y avait 400 entreprises, c'est une entreprise, c'est pas moi qui l'ai dit, qui dit, mais Madame la ministre, on fait quoi pour les réfugiés? Voilà. Et donc, certains, ça va être les réfugiés, d'autres, c'est les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, qui n'arrivent même pas à trouver un stage de 3e parce qu'ils n'ont pas les réseaux, ça commence par ça, avoir un réseau. L'apprentissage, qu'il y ait aussi des jeunes en situation de handicap qui puissent entrer en apprentissage, toutes les écoles, toutes les entreprises qui sont en train de créer des centres de formation d'apprentis, grâce à la loi Avenir Pro, il y en a des centaines, ça va dans le bon sens. Pour d'autres, ça sera un autre sujet. Et moi, je vois cette force d'engagement. Alors, je suis moins pessimiste parce que, bien sûr, il y a cette légitimation de la violence, il y a cet individualisme, mais en même temps, moi, je trouve que dans les entreprises et dans le secteur associatif, la soif d'engagement n'a jamais été aussi importante. Moi, je passe mon temps à sillonner la France. Partout, je vois des entrepreneurs qui ont envie de s'engager et qui font pas des arguties compliquées pour savoir si c'est l'intérêt de l'entreprise, le bien commun, eux comme citoyens, eux comme chefs d'entreprise, mais qui se disent on ne peut pas laisser les choses en l'état et à hauteur d'homme, et c'est pour ça que c'est souvent au niveau local que ça se passe, à hauteur d'homme, et c'est là où il y a la fraternité, oui, on est prêt à s'engager. Je crois que l'égalité, qu'on en parle, ce n'est pas l'égalitarisme, c'est que chacun ait la chance de réussir et que les conditions collectives dans l'entreprise, pour les salariés, en dehors de l'entreprise, pour tendre la main aux seniors, il va falloir ouvrir les chakras, hein. On va pas pouvoir travailler plus et puis embaucher aucun senior, hein. Ça, il y a un truc qui ne va pas aller. Mais aussi les jeunes. Le taux de chômage des jeunes, il est 2 fois le taux de chômage des autres populations. C'est très spécifique à la France. Donc il y a un moment donné, il faut tendre la main vers ces jeunes qui ne parlent pas tout à fait comme il faut pour certains, qui n'ont pas tout à fait les codes de l'entreprise, qui n'ont pas tout à fait les savoir-être et les savoir-faire. Mais ce n'est pas grave. On peut ensemble, à travers l'apprentissage, le plan d'investissement compétences, peu importe les outils, on a les moyens de leur mettre le pied à l'étrier. Et donc ça, c'est là, à ce niveau-là de l'entreprise, des entreprises dans un territoire, que se rejoint le plus notre devise que vous avez évoquée l'un et l'autre, et qui est, je pense, qui a repris une actualité cette année, peut-être encore plus forte, parce qu'on était tellement habitués à voir le frontispice de nos mairies qu'on oubliait un peu parfois le sens. Et je trouve que, y compris ce qui nous a tous challengés depuis un an, ça ramène quoi? Ça amène la liberté, c'est-à-dire la capacité de pouvoir agir. Et il faut avoir la capacité de pouvoir agir pour être libre, mais aussi l'égalité. Mais aussi que l'égalité, c'est pas juste des dispositifs. Moi, ça sert à rien que je dépense des milliards pour des dispositifs s'il n'y a jamais une entreprise qui dit ben moi je veux bien prendre ce jeune ou ce demandeur d'emploi en immersion chez moi et puis on verra bien. Puis finalement, une fois sur deux, c'est une rencontre qui crée quelque chose, ça se déplace et encore une fois cette dimension à hauteur d'homme, je pense que c'est là où on peut arriver à recréer la cohésion sociale et puis du sens républicain, parce que comment les valeurs de notre démocratie, de notre République peuvent exister si beaucoup de nos concitoyens se disent de toute façon c'est pas pour moi, ça marche pas. Ça marche pas, on va dans le mur. D'ailleurs, ça peut mettre en cause la démocratie. C'est dangereux pour la démocratie. C'est dangereux pour l'économie aussi, parce que je rappelle que quand même, une économie ouverte, ça aide le business à se développer, et que quand tout le monde a peur et se replie sur soi, ça aide pas le business à se développer, c'est l'inverse. Mais je crois que cette vision, cette ambition qui est à la fois humaine et qui ne s'oppose pas à l'économique, c'est là où on voit que la vision d'entreprise, elle est en train de changer, elle bouge, et que ça ne peut pas être que le profit. Le profit, c'est à la fois un but, c'est un moyen, mais c'est l'ensemble des parties prenantes et tendre la main. Moi, c'est vraiment un appel que j'ai envie de vous faire aujourd'hui. Il y a tant de jeunes, tant de seniors, tant de jeunes de QPV, tant de réfugiés, tant de personnes en situation de handicap, d'anciens détenus. Mais franchement, on a des histoires formidables, il y a des réussites formidables. Le nombre de gens qui sont considérés en échec, qu'on voit comme des problèmes en France, mais ils peuvent être des solutions. Thierry Marx, que tout le monde admire, notre chef étoilé, il est en 4e, il n'avait pas le droit de passer en 3e parce qu'il était trop mauvais. Aujourd'hui, non seulement il est grand chef étoilé, mais il recrée la boucle, il a créé Cuisine Mode d'Emploi, qu'on soutient, qu'on aide à essaimer en France, et qui sauve des gens. Et il ne prend que des gens qui sont détenus, qui sortent de la drogue, ou chômage de très longue durée, il y a 95% d'embauche. Bon, voilà. Et donc ça, je crois qu'il faut se dire qu'on a ces réserves, ce potentiel, et à chaque fois que je vais dans des réunions où je vois autant d'entreprises qui non seulement ont envie de s'engager, mais s'engagent, je me dis là, on est en train de bouger les lignes et on fait quelque chose de grand ensemble pour notre pays.
Je crois qu'à chaque fois que vous lancez effectivement des initiatives, les entreprises répondent présent. Le président du MEDEF l'a bien souligné tout à l'heure. Alors, à notre panel, nous avons également un avocat pénaliste, maître Dupond-Moretti, qui manie à longueur de plaidoirie les notions de juste, de droit, d'équité, et j'espère aussi d'égalité. Alors, maître Dupond-Moretti, comment concevoir dans le monde actuel une société d'égaux? Vous-même, je crois que vous avez gravi les échelons grâce, effectivement, venant d'une famille modeste. C'est ce que disait la ministre. Et la France et l'école française permet ça. Quel est votre regard sur ce qu'on vient de dire? Bon, d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. C'est la 3e fois que je viens à l'université d'été du MEDEF. Et c'est un peu les patrons qui mettent un coup d'arrêt définitif à mes congés payés. Non, ce qui est un paradoxe pour l'ancien homme de gauche que je suis, je dis ancien parce que depuis Emmanuel Macron, il n'y a plus de gauche et plus de droite, et on s'y perd un peu. Alors ceci étant dit, votre sujet, pardon, il est absolument intraitable. C'est pour ça qu'on vous a invité, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Mais je vais vous dire pourquoi, ce qui me permettra quand même de vous dire 2 mots. D'abord parce qu'il n'y a pas une égalité, il y a des égalités au pluriel, évidemment. Il y a l'égalité des chances, décidément. L'égalité homme-femme, il y a l'égalité économique, l'égalité de droit, l'égalité face à la justice. Et chacun peut avoir, parce que nous sommes là sur des notions totalement subjectives, une idée très personnelle de ce qu'est l'égalité. Il y a des égalités qui sont nécessaires au demeurant et qui ne sont pas forcément des injustices. Ça, c'est la première chose. Le deuxième volet du sujet, parce qu'il faut qu'il soit complètement traité, c'est passion française. Je ne sais pas, les frontispices des juridictions en Italie, on peut y lire la legge è uguale per tutti, la loi est égale pour tous. C'est-à-dire que ce n'est pas une obsession ou une passion typiquement française. Je pense qu'on est tous obsédés par cette idée de l'égalité. Et comme je suis avocat pénaliste, vous l'avez rappelé, ce que je voudrais dire, c'est 2 petits mots. D'abord, la façon de corriger les inégalités inhérentes à la naissance. Moi, je suis convaincu qu'on est tous le fruit de son histoire et que, confronté à un fait, ce fait-là ne peut pas être appréhendé par la justice de la même façon s'il s'agit de quelqu'un qui a eu un parcours chaotique ou s'il s'agit de quelqu'un qui a eu toutes les chances. C'est ce que l'on appelle, dans notre système judiciaire, la personnalisation de la peine. Ce qui peut expliquer que des faits identiques voient un épilogue judiciaire différent s'agissant de la peine prononcée contre le prévenu ou l'accusé selon ce qu'il a pu vivre. Et c'est sans doute très bien comme ça. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'on est passé d'une justice de classe à une justice parfois, je dis parfois, de classe à rebours. Je voudrais en toucher un tout petit mot. Pendant des années, l'institution judiciaire a été aux ordres du pouvoir et les puissants, traditionnellement, échappaient à la justice. C'est une réalité, je pourrais l'illustrer. Et puis les choses ont changé parce que les juges ont acquis, de haute lutte d'ailleurs, leur indépendance à l'égard ou à l'encontre, devrais-je dire, du pouvoir politique. Parfois, ils ont fait preuve de beaucoup de zèle et ils se sont, dans ce mouvement libératoire, affranchis d'un certain nombre de règles. Et on pourrait y revenir longtemps. Et aujourd'hui, je dis que les puissants sont parfois plus maltraités que les autres à raison du seul fait qu'ils sont puissants. Et si la justice de classe est détestable, la justice de classe à rebours l'est tout autant. Vous représentez la puissance publique, Madame la ministre. Vous adhérez à ce que dit Maître Dupond-Moretti? Je dis que la sensibilité à ce qui est juste et pas juste, elle évolue dans notre société. C'est pas un principe, tout le monde est d'accord. Mais qu'est-ce qui est juste, pas juste? Je pense qu'il y a 30 ans, on ne disait pas la même chose qu'aujourd'hui. Dans 10 ans, on dira autre chose. Et puis tout le monde ne dit pas la même perception. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, finalement, quand vous disiez la personnalisation de la peine, c'est ça. C'est aussi la personnalisation des chances. C'est-à-dire comment on fait les investissements qu'on est en train de faire avec Jean-Michel Blanquer dans l'école pour dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est fondamental. Des jeunes qui arrivent avec beaucoup moins de bagages, de vocabulaire en maternelle ou en CP, les chances qu'ils ont de réussir dans le système scolaire, qui est quand même notre meilleur moyen d'intégration républicaine et de réussite, elles ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut tout de suite agir.
Et c'est ce qu'on fait après dans les systèmes là, pour les jeunes chômeurs. Ça, si j'ose dire, je prends le relais. Mais moi, je crois qu'il faut investir sur l'humain. C'est le seul moyen que le sentiment de justice, qui est le pendant de l'égalité, je me perçois comme égal ou pas, et je trouve ça juste ou injuste. Que ça soit un moyen non pas de diviser la nation, mais que ce soit un moyen de réconcilier la nation. Et pour ça, il faut investir à fond sur l'humain. Natacha Polony, dans Marianne, vous ratez pas grand-chose sur les puissants. Effectivement, chaque semaine, vous ne les ratez pas. C'est ça qui vous a fait réagir ? Ce qui m'a fait réagir, c'est en fait, c'est vrai, la multiplicité des points de vue mêlant la question de l'équité avec la question de l'égalité, avec la question de ce surgissement d'un individualisme qui aujourd'hui est en train de fracturer nos sociétés. Et je dois le dire, la phrase que vous avez prononcée disant que les Français auraient l'amour des privilèges. Ce qui me semble tout de même une vision assez particulière, puisque justement les Français ont fait tomber une Bastille, et je crois qu'ils ont l'amour des Bastilles à prendre, justement pour les prendre. Dans le sens où tout cela nous ramène à un point. Que ce soit Frédéric Beigbeder, que ce soit Madame la Ministre, que ce soit Éric Dupond-Moretti, on sent dans chacun des trois discours cette idée qu'il est nécessaire d'avoir un mélange de bienveillance vis-à-vis des individus qui n'ont pas eu les mêmes chances, parce que l'égalité ne signifie pas forcément toujours l'égalité de traitement, et parce qu'il faut, dans ce cas, définir ce qu'est l'égalité des chances, l'égalité au point de départ, l'égalité des conditions rendant possible l'exercice de ces droits. Or, nous devons nous réveiller tous les matins en nous souvenant que nous avons l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, qu'elle ne l'était pas, qu'elle l'est devenue, c'est-à-dire que cette égalité des chances n'est absolument pas garantie, c'est même pire que ça, le destin scolaire se lie dans le destin social, c'est une honte totale. Il y a en effet aujourd'hui des mesures qui sont prises, on ne va pas débattre là-dessus, mais c'est un fait fondamental. Pourquoi ? Parce que derrière, et je crois que Geoffroy Roux de Bézieux l'évoquait tout à l'heure, dans son discours, cela signifie qu'il faut 6 générations à un enfant de milieu défavorisé pour arriver au haut de l'échelle. Là encore, c'est un scandale parce qu'un pays qui ne renouvelle pas ses élites est un pays qui crève. Et ça nous ramène aux causes, en fait, de ce creusement des inégalités. Parce que je veux bien que l'égalité soit une passion française, mais enfin, pour l'instant, depuis 40 ans, ce qu'on voit partout dans le monde, c'est un creusement des inégalités. Et ce creusement des inégalités, il est lié à la dérégulation du capitalisme. C'est pourquoi je me réjouis que tout à coup, nous découvrions qu'il y a des altercapitalistes, pour reprendre le mot de Frédéric Beigbeder, partout. Je me réjouis que Bruno Le Maire ait expliqué que la concurrence, le libre-échange ne sont pas des mantras et que la régulation est la condition d'un véritable libéralisme, c'est-à-dire un libéralisme qui ne soit pas ce qu'on appelle le néolibéralisme, et je tiens à la différence entre les deux, parce que le néolibéralisme, c'est ce courant dérégulateur qui s'est ouvert à la fin des années 1970 sous Margaret Thatcher et Ronald Reagan et qui a petit à petit détruit le compromis social et politique issu de la Seconde Guerre mondiale. Or, nous vivons la fin de ce cycle. Et ce cycle est un cycle qui a construit les conditions d'une inégalité qui aujourd'hui est en train de fragiliser les démocraties occidentales. Je vous renvoie à la courbe de l'économiste Branko Milanovic, une courbe très intéressante dite courbe de l'éléphant, que vous connaissez peut-être. Elle a la forme d'un éléphant, cette courbe, et elle mesure la progression des revenus de la population mondiale en fonction du revenu de base, où l'on voit donc que sur 20 ans, cette progression est quasiment nulle pour les populations africaines qui ne sont pas sorties de la pauvreté. Le dos de l'éléphant, là où ça monte, ce sont toutes ces populations en Chine et en Inde, par exemple, dans tous les pays qui sont sortis du sous-développement, tous ces pays qui ont donc vu leur population s'enrichir. Et c'est vrai que la mondialisation a permis cela. Il y a ensuite le haut de la trompe de l'éléphant. C'est quoi ? Ce sont les revenus exponentiels des 0,1% les plus riches de la planète. Ceux-là, ils explosent. Et puis le creux de la trompe, eh bien, ce sont les classes populaires et les classes moyennes des pays occidentaux. Ça veut dire que
la mondialisation s'est faite sur leur dos. Ça veut dire qu'eux n'ont pas vu leurs revenus augmenter. Et qu'on leur a expliqué que la mondialisation, c'était bien parce que s'ils ne voulaient pas que les Chinois et les Indiens sortent de la très grande pauvreté, ils étaient des salauds. Ils étaient pour les inégalités. Et on leur a expliqué ça, sauf qu'on a oublié de leur dire qu'il y en avait qui ne participaient pas. D'où le fait qu'il y a la recréation de privilèges. Et ces privilèges qui se mettent en place pour des élites qui profitent de ce système de dérégulation dont la principale caractéristique est de tuer le libéralisme. C'est une reconstitution de monopole, c'est un abus de position dominante, c'est le contraire du vrai libéralisme. Eh bien, ces privilèges-là, ils sont en train de tuer la démocratie parce que, Frédéric Beigbeder parlait de fraternité, il y a fraternité au sein d'une communauté politique. Quand vous en avez qui peuvent s'extraire de cette communauté politique, qui n'ont pas les mêmes intérêts objectifs que les autres au sein de cette communauté politique, ça s'appelle des privilèges, ça crée de l'inégalité, ça détruit les conditions de la démocratie. Donc, égalité, liberté, fraternité sont liées et sont liées à une juste régulation par la puissance publique pour permettre la créativité, pour permettre l'expression de tous, l'émancipation et donc l'enrichissement. On va donner le privilège à Maître Dupond-Moretti de placer quelques mots. Quand Emmanuel Macron a annoncé qu'il était favorable à la suppression de l'ENA, une initiative qui peut être prise comme visant à enrayer l'élitisme, à promouvoir l'égalité des chances. Partant, quid de l'école de la magistrature, Maître Dupond-Moretti ? Quand, pour la première fois, j'entends le président de la République évoquer cette question, enfin plus exactement, j'entends quelqu'un qui relaie les propos qui auraient, au conditionnel, été tenus par le président de la République. C'est le soir où, malheureusement, brûle Notre-Dame. Et on entend, si vous vous en souvenez, qu'à la fois le président de la République veut supprimer l'ENA et l'ENM. Et en dépit de la tristesse que m'inspire la destruction de Notre-Dame, je dis enfin. Malheureusement, ensuite, ça n'a pas été repris. Alors, soit le président de la République ne l'avait pas exprimé, soit il a fait marche arrière. Je suis évidemment depuis très longtemps pour la suppression de l'École nationale de la magistrature, qui a pour effet d'encaster de très jeunes gens, une vingtaine d'années, dans un corporatisme forcené dont ils ne sortent plus. Et de ce point de vue d'ailleurs, cette formation, qui est une formation fermée à Bordeaux d'une certaine façon, ne permet pas une appréhension sociale très très élargie. Moi, je suis pour un système, or j'invente rien, la plupart des systèmes dans le monde fonctionnent de la façon suivante. On recrute les magistrats chez les avocats quand ils ont fait une dizaine d'années d'exercice professionnel et on recrute les meilleurs d'entre eux. Parce que les avocats sont dans une posture d'humilité, ils demandent, et les magistrats sont dans une posture d'arrogance, ils décident. Et à 23 ans, décider, c'est parfois extrêmement dangereux. Ça, c'est une remarque que je voudrais faire. Et puis, Madame le ministre disait les choses ont évolué, nous sommes dans la subjectivité et l'appréhension judiciaire est éminemment subjective. Et les infractions, le regard qu'on porte sur les infractions sont aussi des choses qui ont évolué. Par exemple, aujourd'hui, la fraude fiscale est au podium de la gravité parce que nous vivons une période économiquement difficile où des gens dans la précarité se sont exprimés, c'est le mouvement des Gilets jaunes et d'autres choses de cette nature. Et naturellement, le corps social tolère moins la fraude fiscale. Moi, à mon époque, la fraude fiscale, quand j'étais gamin, on appelait ça le sport national. Et il y a au fond que ceux qui ne pouvaient pas pratiquer le sport national, qui osaient critiquer la fraude fiscale. Aujourd'hui, c'est devenu l'infraction parmi les infractions, au point que, contre certains, on requiert des peines de l'ordre de 11 ans d'emprisonnement pour des fraudes fiscales. Vous regrettez cette tendance ? Pardon ? Vous regrettez cette tendance ? Je regrette les excès, évidemment. Évidemment. On ne peut pas traiter un... Je ne fais pas l'apologie de la fraude fiscale, mais on ne peut pas traiter un fraudeur fiscal comme un meurtrier. C'est pas possible. Puis l'autre problème aussi dans le traitement particulier des patrons, c'est le syndicalisme dans la magistrature aussi. Parce qu'on peut pendant des heures parler de justice. En réalité, la justice, c'est la signature de ceux qui la rendent. Et moi, je connais des juges qui ont envie de se faire un patron, ou qui ont envie de se faire un politique, ou un journaliste en vue, ou un avocat, ou un ministre. Voilà, ça existe aussi, ça. Vous voulez réagir, Madame la Ministre ? Oui, juste un mot, parce que je rebondis. On voit bien que les temps changent à tout point de vue, que les mentalités changent, et ça évolue très vite. Je crois que
ce qu'on a vécu depuis un an, c'est aussi un appel à l'action pour tous. Je voudrais finir là-dessus, sur le momentum. Notre gouvernement n'est pas parfait, mais enfin, on a fait les ordonnances de travail, la loi Pacte, la loi Avenir Pro, l'assurance chômage. Il y a un petit truc qui ne plaît pas à tout le monde, mais le reste, je crois, est compris. Pour donner un cadre de référence, la régulation, c'est donner parfois un cadre de référence qui permet aux entreprises de se développer, de créer des emplois. Vous avez créé 1,5 million d'emplois depuis 2 ans. Aujourd'hui, il y en a une entreprise sur 2 qui a du mal à recruter. Mais aujourd'hui, c'est le moment. On ne peut pas dire tout ça pendant 2 jours et puis que vous ne tendiez pas la main sur tous ceux qui sont loin de la précarité. Alors oui, ils sont loin. Et le rôle de la puissance publique, c'est de faire les marchepieds qui permettent d'y aller. Mais on ne peut pas le faire sans vous. Je réinsiste sur le momentum. C'est maintenant. C'est quand même, on est dans un monde où la démocratie est challengée dans beaucoup de pays dans le monde, au sein même de l'Europe. Il se passe des choses tous les jours, là. Je ne sais pas où vous en êtes en Italie ce soir, mais on est dans un monde qui est très challengé et où la liberté, l'égalité, la fraternité et l'avenir de la démocratie, c'est quand même intrinsèquement lié. Alors j'aurais envie de paraphraser Kennedy. On essaie de faire pas mal de choses pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays, c'est-à-dire pour nous tous? Ouais, merci. Frédéric Beigbeder, vous vouliez réagir sur cette notion? Oui, en fait, je voulais profiter de la présence de ma voisine pour lui poser une question. Mais avant, parlons un peu de littérature. Jean Cocteau, on échange des citations. Jean Cocteau, il a dit en France, l'égalité consiste à trancher les têtes qui dépassent. Et j'aimerais essayer pour une fois de ne pas être trop démago. Il est vrai aussi que l'égalité, quand on est romancier, cela n'existe pas. L'égalité, c'est une utopie, c'est un idéal, mais ce qui me passionne, c'est la différence entre les gens, c'est l'unicité de chacun d'entre nous, que nous sommes tous des personnages avec des destins particuliers. C'est ça qui est passionnant. Donc, dire qu'on va égaliser les choses, c'est un bel idéal qui a souvent résulté en de la terreur, que ce soit dans la Révolution en France ou en Russie. Donc, ça, c'était le propos liminaire pour rebondir sur ce qu'a dit Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a dit une grande phrase tout à l'heure. Il a dit que c'était plus possible d'avoir des chefs d'entreprise qui gagnent 300 ou 350 fois ce que gagne le salaire le moins payé de son entreprise. Que cet écart, cette disproportion dans les rémunérations était une obscénité. Il me semble qu'il a employé ce mot. Et je dois dire, ça c'est très beau de dire ça, et que c'est très important de le dire, notamment après ce qui est arrivé cet hiver en France, parce que autrefois les riches étaient moins visibles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on passe son temps à les voir dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux, on voit cette obscénité, cet écart, cette injustice absurde, grotesque, ridicule. Jeff Bezos qui fait cet été du jet ski sur un yacht de 250 mètres, etc. Tout ça, les gens ne le voyaient peut-être pas au début du siècle précédent, et aujourd'hui, ils le voient toute la journée. Ça les rend fous, et c'est normal. Alors, vous êtes ministre du Travail, je sais que vous avez sûrement moins de pouvoir qu'à l'époque où vous étiez DRH. Mais, que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous faire? Sérieusement, vous savez, c'est une bonne question. Est-ce que les ministres ont plus ou moins de pouvoir que vous? C'est une question dont on pourrait débattre longtemps. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cet écart obscène? Je vous laisse répondre, mais en même temps, pour nourrir le propos de Frédéric Beigbeder, cette jalousie, cette envie, d'ailleurs je crois que c'est Victor Hugo qui a dit l'égalité, c'est-à-dire l'envie, est-ce que c'est tout à fait normal? Aux États-Unis, quelqu'un réussit mieux, une société en France qui gagne des millions, oh là là, c'est nécessairement pas bien. Donc est-ce qu'on peut arrêter d'envier? Peut-être, parce que l'égalité, tout le monde doit avoir pareil. Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Juste un chiffre. Il y a un homme, un Français, chef d'entreprise, qui a gagné 30 milliards d'euros en 2018. Oh, je pense que c'est un peu beaucoup. Après, c'est sans doute son entreprise et pas lui personnellement. Mais enfin, tout de même, il y a un moment, certains chiffres, les gens ne peuvent plus les accepter. Alors, je crois en 2 mots, parce que l'heure tourne. D'abord que depuis une trentaine d'années, on a évolué, et ça s'est beaucoup accentué depuis 20 ans, d'un capitalisme, je vais simplifier à l'extrême, plus entrepreneurial.
et économique à un capitalisme financier. Et c'est là que c'est là qu'on change complètement d'échelle. Je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet. On ne peut pas parler de valeur travail et dire que le travail n'a aucune valeur par rapport au capital, parce que ça revient à ça. C'est-à-dire que la rémunération du capital qui est nécessaire pour la croissance des entreprises et pour le risque que l'investisseur prend. Donc évidemment qu'il y a un retour sur le capital, mais quand il est totalement hors de proportion de ce qu'on donne aux salariés, aux consommateurs, aux territoires, aux parties prenantes, c'est là qu'on crée le déséquilibre qui va entraîner ces inégalités inacceptables et finalement un terreau révolutionnaire dans des pays où cette culture-là est forte. Donc c'est bien au-delà des symboles. Je crois qu'il y a une vraie réflexion sur le partage de la valeur, où il faut rémunérer le capital, mais il faut rémunérer le travail, et encore une fois aussi le consommateur, le producteur, le fournisseur, voire les débats qu'on a eus sur la chaîne, sur la loi en matière agroalimentaire et agricole, que je connais un peu. Donc je crois que ça, c'est un point très important. C'est d'ailleurs pour ça que l'intéressement participation, que dans la loi Pacte, avec Bruno Le Maire, on a facilité pour les petites entreprises. Il n'y a que 16% des salariés des entreprises de moins de 50 salariés qui ont accès à l'intéressement. C'est le partage de la valeur. Le partage de la valeur, c'est dynamique positive, puisque finalement, c'est parce qu'on crée ensemble de la valeur qu'il y a un partage de la valeur. Donc, on n'est pas dans... On est vraiment dans ce genre de dynamique. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve, j'allais dire, le bon sens et aussi la rigueur d'une justesse dans les rémunérations des différents acteurs, des différentes parties prenantes. Et l'État peut pas légiférer la question, on peut faire plusieurs choses, mais ça, on n'a pas encore décidé ce qu'on ferait. On l'a fait, par exemple, pour l'égalité hommes-femmes. Aujourd'hui, il y a 9% d'écart à travail égal, 25% sur la carrière. On a fait une loi. Alors, c'est pas toujours génial de faire des lois, mais quelquefois, ça aide bien, ça fait bouger les mentalités. Et puis, on a réussi, si 20 ans plus tard, la loi, on n'en a plus besoin parce que c'est réglé. Donc, sur ce sujet des écarts de rémunération, c'est un enjeu, je terminerai là-dessus, qu'on ne peut pas traiter qu'au plan national. Dans le cadre du G7, moi, j'ai présidé le G7 social des ministres du Travail. On a mis des éléments très forts qui ont été repris dans le G7 sur les sujets de régulation sociale de la mondialisation. La mondialisation va dans le mur s'il n'y a pas de la régulation sociale, parce que, évidemment, l'accroissement des inégalités, même si beaucoup de gens sont sortis de la pauvreté, crée des situations impossibles. Et ça crée quoi? Ça crée le protectionnisme, et à la fin, ça crée des conflits. Donc c'est un enjeu très important. Donc ce sujet des rémunérations, moi je trouve qu'il ne faut pas le prendre simplement comme valeur symbolique, parce qu'on est vite sur l'envie, etc., et ce qui sont des motivations, mais la juste rémunération de la valeur créée par chacun, et donc la valeur travail et la valeur capitale notamment. Un petit flashback, on a une spécialiste de l'éducation, et sur ce thème de l'égalité, c'est un thème majeur. C'est quoi l'égalité idéale dans le domaine de l'éducation? C'est tout le monde est pareil, on parle de copies maintenant anonymisées, ça fait peur à certains. C'est l'école des fans, c'est ça le but de l'égalité dans le domaine de l'éducation? Alors justement, dans le domaine de l'éducation comme dans le reste, je m'inscris totalement en faux contre l'idée que la recherche d'égalité consisterait à raser les têtes qui dépassent. Il ne faut pas confondre égalité et similitude. Et tout le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société qui a beaucoup de mal à articuler l'égalité avec la différence, c'est-à-dire à accepter l'idée que nous devons avoir une égalité de droit justement parce que nous sommes différents. Et qu'ensuite, il appartient à la puissance publique de garantir que cette égalité de droit se traduise par une égalité réelle. Donc, d'où l'importance d'ailleurs du rôle de la puissance publique là-dedans. C'est par exemple, Madame la Ministre, vous disiez à l'instant, en effet, qu'il faut que tout cela se joue aussi à l'échelle internationale. Nous avions tout à l'heure Simon Coveney, qui donc représentait ce beau pays d'Irlande, qui est un pays magnifique et un peuple magnifique, mais qui a un impôt sur les sociétés qui crée du dumping fiscal, et ce dumping fiscal est en train de tuer l'Union européenne. Ça fait partie des choses qui ne peuvent pas ensuite permettre de garantir l'égalité au sein d'un pays, et ces inégalités qui se voient ne créent pas de la jalousie, ça peut créer parfois du ressentiment qui se traduit ensuite en colère. Mais parfois, la colère peut être juste face au reste. Sur l'école, cette égalité, comment doit-elle se jouer? C'est la même chose. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit avoir les mêmes résultats. Il y a des inégalités naturelles, elles existent. Et le rôle de la puissance publique, c'est de faire en sorte que ce ne soient pas les inégalités sociales qui déterminent ce qui va ensuite
être le destin d'un individu. D'où cette idée qu'il faut sélectionner à un moment. Sélectionner, ça ne veut pas dire écraser les plus faibles, c'est tout le problème, c'est de penser une juste sélection qui permette de trouver des élites dans tous les domaines. Ça signifie justement qu'il n'y a pas que la valeur scolaire qui doivent ensuite déterminer l'appartenance aux élites. Ça nécessite que nous revenions sur cette habitude française de considérer que seul le diplôme a de la valeur. Je pense que dans l'entreprise, plus qu'ailleurs, on a conscience en effet que parfois on peut réussir sans aucun diplôme et que donc le savoir scolaire n'est pas le seul. En revanche, à l'école, il y a une sélection nécessaire et elle doit donc se faire sur le mérite. Ça veut dire quoi le mérite ? Le mérite, c'est ce que j'appellerais une fiction nécessaire. On sait qu'il y a des inégalités, on sait qu'on ne va pas les supprimer par magie. En revanche, si l'on ne sélectionne pas sur le mérite scolaire, alors on laisse d'autres types de sélection se mettre en place de façon cachée. Vous évoquiez l'école des fans. Si on considère que l'école, c'est comme l'école des fans, ça nécessite de mettre à tout le monde 10 sur 10 pour faire plaisir et pour ne pas traumatiser, alors ce sont d'autres types de sélections qui se mettront en marche. C'est ce qui existe dans l'école française aujourd'hui. Donc l'égalité des chances, ça passe par le rééquilibrage entre les territoires, par le fait que dans l'école française, eh bien, quand il y a une pénurie de remplaçants en Seine-Saint-Denis, là où l'enseignement est le plus essentiel, l'État doit pourvoir. Ça nécessite de payer les professeurs correctement. Ils sont payés 2 fois moins en France qu'en Allemagne. Ce n'est peut-être pas un hasard. Et donc, ça nécessite que l'État ait les fonds nécessaires pour cela et que donc il ait suffisamment de rentrées, donc que ça ne parte pas ailleurs, en Irlande ou je ne sais où. Pour finir, je répète ce que m'a dit Frédéric Beigbeder en préparant cette émission et qui correspond à ce que vous disiez. Comme citoyen, je suis pour l'égalité, mais comme romancier, je suis pour la différence. J'ai bien aimé. Souhaitez-vous un mot de conclusion, Maître Dupond-Moretti? On a dit tellement de choses. Eh bien, je crois que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Donc, sur ce sujet totalement inépuisable, je tiens à remercier nos invités inégalables. Et merci beaucoup. Et tout de suite, une autre table ronde sur la pauvreté qui a beaucoup à voir avec les inégalités. Merci à tous.